Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Victoria Le Bolloc-Salama et Florian Champagne, et aujourd'hui, c'est notre invitée, Martha Kirsenbaum, qui nous reçoit chez elle. C'est une curatrice indépendante française de 37 ans. Martha Kirsenbaum est curatrice, mais ne saurait être résumée à ce seul rôle. Du violon alto à la batterie, de la danse du ventre à la curation du pavillon français de la 58e Biennale de Venise, son parcours international est représentatif de sa volonté de multiplier les expériences, de ne négliger aucune facette de sa personnalité et de réinventer les codes. Dans cet entretien, Martha Kirsenbaum nous raconte le rapport familial entretenu à la photo. Comment cela l'a amenée, lors d'un échange à l'université de Columbia, à New York, à passer quelques mois en tant que stagiaire au MoMA. Puis comment, de ce stage, elle a lancé une très belle carrière indépendante dans l'art contemporain. Elle nous parle des luttes que, à l'échelle de la curation, elle mène en France, et nous explique comment celles-ci se sont illustrées lors de la création et mise en place du pavillon français de la 58e Biennale de Venise. Pour découvrir en images l'univers et le travail de notre invité, rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Bruit de l'Art. Bonjour Martha. Bonjour. Bonjour Martha. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Alors c'est amusant parce que j'ai un ami qui est un très brillant critique d'art basé à Los Angeles qui s'appelle Andrew Berardini et qui un jour avait écrit en fait une série de textes sur ses amis et il avait écrit un texte justement à mon sujet et il m'avait présenté comme donc curator and writer, midnight belly dancer, full-time club Martha. Voilà, c'est resté un peu dans les annales. Voilà. Pas mal. Quel sens de la tournure ? Oui. T'as grandi en région parisienne, plus exactement à Versailles. Ta première véritable initiation à l'art, elle s'est faite par la musique, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment... J'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée quand j'étais petite pour une des classes à horaires aménagés qui s'appelle CHAM, je crois maintenant. Donc c'était une école primaire, ensuite collège, bon le lycée j'ai pas continué. Horaires aménagés avec le conservatoire de Versailles où en fait on avait à la fois des cours de français, de maths, voilà tout ce qu'il faut avec du solfège, de la chorale, de l'initiation à la musique et de l'instrument. Et je jouais de l'alto. Ensuite j'ai fait partie d'un orchestre, mais c'était à un niveau assez élevé au conservatoire de Versailles. Ça a été quand même 10 ans assez intense quand même de pratique de musique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert, je pense. Quand j'y repense maintenant, je me dis toujours qu'en fait, quand on apprend la musique, on se rend compte qu'il y a un autre langage qui est possible que celui des mots et des phrases et des lettres, etc. Et des langues, notamment. Moi, par ailleurs, j'ai grandi aussi dans une famille d'origine polonaise, parce que mes parents sont d'origine polonaise. Et donc, déjà, on était bilingues à la maison, on parlait polonais. Donc il y avait quand même déjà cette pluralité, je dirais, des modes d'expression. Mais la musique, c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. D'ailleurs, vous êtes chez moi et les vinyles et tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup inspirée. Après, j'ai fait de la danse aussi beaucoup. Mais c'est vrai que la pratique de l'alto et de la musique a été importante. Et d'ailleurs, avant même d'écrire sur l'art, j'écrivais sur la musique parce que mon grand frère avait monté plusieurs magazines de musique, dont Vox Pop et Newcomer et Vox Pop dans les années 2000. Et moi, j'écrivais en fait sur la musique, sur des groupes de rock, de pop. J'interviewais, je sais pas, Genesis P-Orridge, Arto Lindsay. J'avais cette chance-là, Sonic Youth. Enfin, ça a été assez fou, quoi. Blonde Redhead et tout ça. Et c'est vrai que je suis arrivée par la musique, en fait. Quand tu pratiquais ton instrument, tu te voyais vraiment devenir musicienne professionnelle ou c'était plus une passion que tu aimais assouvir et... je dirais que ce qui s'est passé, c'est que nous, on était petits dans cette école. On a commencé au CP. Donc, en fait, déjà, de CP jusqu'au collège, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Moi, en fait, c'est marrant qu'on soit dans ce setup un peu de radio parce que quelque chose qui me fascinait toujours, c'était la radio. Parce qu'on écoutait beaucoup la radio chez moi, France Inter et tout ça. Et donc, souvent, je me souviens que je prenais du papier d'alu et je faisais un studio radio à la maison. Donc, je crois que j'avais pas mal de passion, journalisme, écriture. Mais c'est vrai qu'on nous imposait un peu la musique. Puis c'était Versailles. Donc, c'était pas non plus, je dirais, c'était assez rigide, quoi. C'était Versaillais, c'était quand même un peu conservateur. Et je me suis jamais imaginée musicienne parce qu'en fait, c'est vrai aussi que je me suis jamais dit que j'étais tellement aussi douée que ça en musique. Je pense que j'avais une oreille et que j'ai pu travailler mon instrument. Mais en fait, dans nos classes, on se rendait compte que par classe, il y avait un ou deux excellents musiciens, un génie de musique et tout. Et clairement, c'était pas moi. Mais bon, j'en ai quand même bien profité. Ah oui, et après, j'ai fait de la batterie quand même parce que j'ai eu une petite rébellion. Parce que je dois dire que j'étais l'adolescence. L'adolescence, la fameuse. Donc, elle n'a pas été très facile, on va dire. Non, elle a été facile, mais elle a été assez rock'n'roll. Et c'est vrai qu'un jour, je pense en troisième, je suis rentrée chez ma mère et j'ai dit
dit, non mais attends maman, moi c'est pas possible l'alto. Moi de toute façon je vends l'alto. Je m'achète une chaîne, une platine vinyle. Elle a hurlé, elle a dit mais c'est pas possible. Elle a fait bon, je t'achète la platine vinyle, tu gardes l'alto. Bon, on a négocié. Et en fait après j'ai dit que je voulais commencer des cours de batterie parce que je trouvais ça cool de faire de la batterie, d'être dans des groupes de rock. Il y avait des garçons. À Versailles il y avait beaucoup de musiciens. D'ailleurs Air, Phoenix, ils viennent tous de l'art, Noro Bottini, Turzi, d'autres et tout. Mais moi j'avais toujours ce rapport à l'art qui était, par exemple j'ai aussi fait beaucoup de photos. Mon frère est photographe et on avait une chambre noire à la maison, et enfin un labo photo plutôt, ouais. Et du coup j'ai mon Leica qui est d'ailleurs juste là et j'ai toujours fait énormément de photos. Certaines ont été publiées, de photos argentiques bien sûr, mais je me suis jamais dit je serais photographe, je me suis jamais dit je serais musicienne. Quand j'ai fait 10 ans de danse orientale professionnelle, je me suis pas non plus dit je vais être que danseuse. Pour moi c'était important de toucher à différentes expériences, différentes passions, et ça m'a jamais dérangée. Quand j'ai passé le concours, et je finis là-dessus, c'est une anecdote un peu marrante, quand j'ai passé le concours de Sciences Po, je me souviens, à l'oral, ils m'ont dit, bon, on voit sur votre CV, vous avez fait de la musique, de la danse, de la photo, en somme, vous êtes peut-être une artiste ratée. Et en fait, je me suis pris ça au concours de Sciences Po à l'oral, et je me suis dit, mais déjà, quel toupet de parler à quelqu'un, et c'est tellement français, en fait, de penser qu'en fait, il y a juste une voie à suivre, c'est que si tu veux être diplomate, t'es diplomate, boucher, tu fais ça, un CAP, et pourquoi on n'aurait pas le droit, en fait, d'être un boucher danseur ou un cordonnier musicien, en fait, pourquoi on pourrait pas faire ça? Donc pour moi, ça me posait pas de problème, ça m'a plutôt enrichi qu'autre chose, sans non plus développer des ambitions particulières. Ouais, ça t'a nourri, quoi. Ça m'a plutôt nourri et enrichi, ouais. Après le lycée, t'as intégré une Cagne, puis une Hippocagne. Ensuite, comme tu viens de le dire, t'es rentré à Sciences Po, où tu as étudié l'histoire politique. En 3e année, tu es parti en échange à New York dans l'université Columbia. Tu y as étudié les Cultural Studies. À quel moment est-ce que tu commences à envisager l'art contemporain comme un domaine dans lequel tu pourrais évoluer professionnellement, t'épanouir ? Alors oui, donc déjà la musique je l'avais un peu mise de côté au lycée parce que je faisais plutôt de la batterie, puis j'avais un peu quitté le cursus classique qui était quand même un peu contraignant et étouffant à Versailles. Et moi j'ai commencé à faire de la danse, donc il y avait quand même cette pratique de la danse qui était importante, où en fait j'ai été recrutée par une compagnie de danse orientale parce que je voyageais beaucoup dans le monde arabe, enfin à l'époque surtout au Maroc, et après je suis allée en Syrie, bon c'était bien avant la guerre bien sûr, et en fait j'ai commencé à danser dans une compagnie de danse orientale et à gagner de l'argent en dansant des restos, des clubs, des cabarets et tout, et ça m'amusait beaucoup en fait. C'était le genre de truc, j'aimais bien ce genre d'expérience. Et après oui, effectivement, j'ai eu le concours de Sciences Po, et là j'ai eu cette chance de pouvoir partir aux États-Unis. Et moi c'était mon rêve de toute façon de New York. Moi j'étais fascinée par le New York des années 70 et 80, du Velvet Underground, de Warhol, du punk. Bon, et c'est vrai que c'était l'occasion de partir en fait à New York, et c'est là. En fait, moi, de toute façon, aussi, parallèlement, j'allais beaucoup dans des expos. J'avais organisé des expos photos quand j'étais au lycée, à la fac, etc. Mais je m'étais pas dit, je vais être curatrice. Enfin, c'était pas vraiment un métier à l'époque. Il y avait même pas encore en France, il y avait pas de filière de commissaire d'exposition comme il y avait aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, c'était pas très clair. Mais en fait, c'est quand je suis arrivée donc à New York, et je me suis dit que j'avais envie de travailler dans un musée. Quand même, c'était ça qui m'intéressait. J'avais envie de postuler pour un stage, et j'ai postulé pour un stage au MoMA. Et donc là, c'était en 2006, et donc j'avais 23 ans. Et j'ai eu ce stage au MoMA, et c'était au département médias et performance qui a été monté par Klaus Biesenbach, qui ensuite était directeur de PS1 et maintenant du MoCA. Et donc j'ai eu ce stage-là, qui était en fait un fellowship un peu officiel de 6 mois. Et là, en fait, je débarque au MoMA, et on commence à travailler sur la collection vidéo, sur l'expo de Marina Abramovic, sur un projet avec Björk, sur, je sais pas, c'était le MoMA, c'était incroyable. Et là, je débarque au MoMA, et je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais à la base, je pense que je viens surtout de la photo, quand même, de la photographie et de l'image animée. Et ça du moving image, donc de la vidéo, du film et de l'installation. C'est quand même ça qui, je vois que maintenant, par exemple, rien que le projet avec Laure Prouveau, c'était quelque part, tout a du sens, quoi. Je veux dire, on monte, pas tant une carrière, mais je dirais, on monte des passions et une vie, on les file un peu, on les tricote, et tout fait sens après, avec le recul. À quel moment ce goût-là commence à naître chez toi? De la photo, tu veux dire? De la photo, de la vidéo. De l'art contemporain. En fait, je pense que je me souviens très bien. Donc, il y avait ce truc que je venais d'une famille passionnée de photos. Et je me souviens très bien, une expo, et on m'a souvent posé cette question, et ça m'est revenu très clairement. Quand j'étais au lycée, il y a eu la rétrospective de Nan Goldin à Pompidou. Et en fait, ça m'a claqué. Je me suis pris une claque. Pour moi, c'était
à la fois donc le médium photographique avec sa proximité, son aspect très brut, et aussi toute la scène underground new-yorkaise qui me fascinait à l'époque quand j'étais au lycée. Donc pour moi, ça a été une révélation. Et je me souviens quand j'étais en prépa, donc j'étais à Fénelon, rue Saint-André-des-Arts, et Kamel Ménour avait ouvert sa première galerie au début des années 2000, et il montrait notamment des expos de Larry Clark et d'Araki. Donc tout ça m'a beaucoup nourri. Et puis je regardais, je sais pas, j'achetais des livres de photos, et puis je regardais beaucoup de films aussi, et puis je sais pas, la vidéo, ça m'a toujours, c'est quelque chose aussi, je crois, de nouveau, l'émotion qui peut passer par le médium vidéo, cette immédiateté, c'était quelque chose qui m'avait toujours beaucoup attirée. Et je pense aussi que j'ai un lien fort avec la culture visuelle. C'est pour ça aussi qu'après, quand je suis partie étudier aux États-Unis, et notamment j'ai pris des cours de visual studies, qui est un truc qui n'existe pas trop en France, parce qu'en France, on a quand même un rapport très conceptuel et sémantique à l'art contemporain, ce qui n'est pas du tout ma formation. En plus, j'ai même pas étudié l'histoire de l'art en France, vraiment. Mais je pense que c'est la culture visuelle vraiment qui m'attire, et c'est pour ça aussi que je me suis sentie très très bien aux États-Unis et surtout à Los Angeles plus tard, voilà. Tu parlais de l'immédiateté justement qui te touchait par exemple dans l'image en mouvement. Selon toi, quel est le dénominateur commun, ou en tout cas, selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre ? En fait, justement, je crois que j'ai en partie résolu cette question à la Biennale de Venise cette année, donc dont j'étais l'année dernière, dont j'étais la curatrice pour l'œuvre de Laure Prouveau, Deep Sea Blue Surrounding You. Et c'est vrai que quand en fait j'ai vu l'émotion qu'a suscité ce projet, et je crois la manière dont les gens se sont littéralement fondus dans ce projet, qui en plus était très physique, et qui se sont laissés emporter par ce voyage, et donc j'ai pu... j'étais le témoin de centaines de personnes qui sortaient du pavillon français complètement transportées et embrumées, et je me suis dit que si on arrivait à toucher les gens de cette manière, alors là c'était qu'on avait gagné en fait quelque chose, qu'on avait réussi en fait. Aux États-Unis, tu étudies les cultural studies. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça précisément ? Alors moi, c'est vrai que j'avais toujours un peu ce côté, je dirais, je sais pas, un peu underground, un peu fasciné par la contre-culture, les subcultures. Donc par exemple, moi, quand il fallait faire des exposés, je faisais toujours les exposés sur, je sais pas, les Black Panthers, l'Amérique noire, les musiciens. Bon voilà, j'avais toujours un peu cette fascination pour vraiment ouais, c'est ça, je crois, l'underground et la contre-culture. Je me souviens qu'une fois à Noël, j'avais eu ce livre magnifique de Jean-François Bizot sur l'underground, à l'époque encore de Radio Nova et tout ça, et c'était vraiment, j'avais grandi avec tout ça, que ce soit en musique, en cinéma, voilà, et en art aussi. En fait, j'ai plutôt une formation d'historienne contemporaine. Donc après l'Hippocane, la Cannes, j'étais en option russe, mais bon, voilà, c'était un peu autre chose. Et ensuite j'ai fait, ça c'est les histoires des cagneux, c'est complètement, je veux dire, ça paraît surréaliste quand t'expliques à un Américain que t'as fait une cagne option russe et qu'en fait tu passais 15 heures par semaine à faire du thème, et tu te dis, mais franchement, mais what the fuck, tu pensais quoi en fait, t'allais faire quoi de ta vie? Et tu te dis, mais je sais pas, mais finalement traduire du Dostoïevski, oui, ça me servira jamais, mais quand même c'était beau, voilà. Et donc après j'étais en histoire à la Sorbonne, en philo, et à Sciences Po j'étais en master de recherche, donc j'étais au centre d'histoire de Sciences Po, et là en fait c'était à la fois bien et compliqué pour moi parce que moi j'avais déjà envie vraiment de pousser, j'aurais aimé faire un mémoire peut-être sur des thématiques plus liées à l'art contemporain ou à la culture contemporaine, mais c'était pas vraiment possible à Sciences Po, il y avait pas vraiment cette ouverture, et donc du coup je me suis rabattue sur un sujet qui m'intéressait, qui était sur les révoltes étudiantes, c'était sur les transferts culturels de la contestation étudiante en 1968 entre la France et la Pologne, parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était d'étudier un peu les révoltes étudiantes. Moi ça c'était un peu mon truc, les révoltes, les contre-cultures et tout ça. J'ai travaillé là-dessus et je suis partie à Columbia avec l'idée de pouvoir profiter des cours que Columbia m'offrait de toute façon. Et là, c'est vrai, quand j'ai débarqué et qu'il y avait tous ces cours, notamment, par exemple, Jonathan Crary, Visual Studies, il y avait Gayatri Spivak qui est quand même une éminente historienne en Cultural Studies et qui parle de la voix des sans-voix et qui a quand même donné un cadre de réflexion à toutes les minorités dans le monde. Judith Butler qui venait faire des conférences. Je veux dire, moi, je débarque là, j'hallucine. Je me dis, non, mais c'est pas possible, on m'a jamais dit ça. On m'a caché les gender studies, on nous a caché tout, on nous dit rien, on nous ment tout, c'est pas possible. Donc j'avais 23 ans quand même, donc j'étais assez jeune. Et j'étais complètement transportée. De toute façon, Columbia, quand j'ai débarqué, je raconte toujours le premier jour que j'arrive à Columbia, ils rassemblent les étudiants étrangers internationaux dans un amphithéâtre et ils disent, on a une surprise pour vous, et arrive Bill Clinton avec son saxophone, quoi. Et genre, il fait du sax, et toi, t'es là, tu fais, mais c'est incroyable. Et là, j'étais à New York, où je suis. Et puis après, t'as que des stars des campus. Enfin, c'était hallucinant. Puis surtout, ça m'a donné
Ouais, ça m'a donné un cadre de réflexion qui me sert encore aujourd'hui, en fait. Je pense aussi que finalement, je suis contente de ne pas avoir étudié l'histoire de l'art. Et je trouve toujours que mes armes en histoire politique et culturelle et en sciences politiques me permettent vraiment, je trouve en tout cas, me permettent d'interpréter le monde contemporain. Et ça me sert beaucoup dans mon travail de curateur, je trouve. Après tes études, tu travailles entre autres, comme tu l'as dit, au département médias et performances du MoMA, Ouais. puis tu fais un passage au cabinet de la photographie au Centre Pompidou. Tu retournes à New York et tu intègres l'équipe du New Museum. Et tu as encore d'autres expériences, notamment de commissariat en résidence à Varsovie ou à Vienne. Bien que tu fasses pendant ce temps des projets d'exposition à Paris, comme par exemple l'exposition consacrée au vidéaste Kenneth Anger au Palais de Tokyo en 2013, la majorité de tes expériences se sont déroulées à l'étranger. Mm-hmm. Très vite et quand même assez jeune, tu as opéré en tant que commissaire d'exposition, en tout cas dans ce milieu-là, et tu avais un certain nombre de responsabilités. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'était une nécessité pour toi de partir à l'étranger justement pour approcher ce genre de projet-là ? Et plus généralement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est malheureusement obligé pour approcher ça quand on est français ? Il y a deux choses en fait. Il y a d'une part, oui, c'est important de partir. De toute façon, il n'y a plus d'excuses pour pas partir. Enfin, je veux dire, nous, on est la génération où on a pu étudier à l'étranger, on a pu partir avec des bourses assez facilement. Et c'est ce qui fait la spécificité de ma génération par rapport à celle précédente qui a pas eu cette chance-là. Et en fait, il y avait aussi pas vraiment le choix. Par exemple, c'était pas un choix de pas faire de projet en France, c'est qu'il n'y avait pas où faire des projets en tant que jeune curatrice. Et ça, je pense que c'est compliqué. Ça n'a pas vraiment changé en France. C'est-à-dire qu'entre faire une expo dans sa baignoire et le Palais de Tokyo, et travailler au Palais de Tokyo, et ben en fait il y a un grand vide. Et c'est pas le cas, non, bon, voilà, c'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, moi, je pense souvent au modèle allemand, suisse, où il y a pléthore de Kunsthalle, Kunstverein, ou des jeunes commissaires dans leur, bon, là, on parle plutôt quand on a, je sais pas, peut-être fin vingtaine, début trentaine, peuvent être embauchés, travailler avec des jeunes artistes. Et en France, il n'y avait pas du tout cette possibilité. Moi, en France, j'avais fait une expo à la Galerie Crève-Cœur. J'étais très, très fière de cette expo qui s'appelait The Promise, une expo de groupe, parce que j'étais amie avec eux, mais c'était en 2010. Donc c'était il y a 10 ans. Et ensuite, l'expo au Palais de Tokyo en 2013. Et après, je suis repartie. En fait, à chaque fois, moi, je suis partie à chaque fois parce qu'il y avait un plafond de verre. Je le sentais, en fait. Et je le sens systématiquement en France, de toute façon. Encore aujourd'hui ? Bon, oui, enfin, dans un sens, oui, mais c'est surtout que, en fait, quand j'étais étudiante à Sciences Po, bon, j'ai tout fait un peu parce que j'avais envie de faire plus et d'être dans une démarche beaucoup plus pluridisciplinaire. C'est vraiment ça que les États-Unis m'ont appris, de pouvoir toucher à d'autres, de pas être juste catégorisé Sciences Po, sciences politiques, mais aussi, voilà, travailler dans l'art contemporain, m'intéresser à d'autres choses, etc. Donc là, je suis partie. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai développé beaucoup de projets indépendants entre 2010 et 2013 et 2014 quasiment, notamment au Palais de Tokyo, mais bon, mais surtout, je sais pas, Biennale de Marrakech, voilà, Vienne, Varsovie, bon, tu l'as énuméré. Et de nouveau, je sentais que je voyais pas où je pouvais travailler, en fait. Aucune institution ne me fascinait, ne m'intéressait vraiment en France. Et par contre, j'avais envie de partir à Los Angeles, et là, j'ai eu la chance de monter Fahrenheit, voilà. Mais c'est vrai que, je dirais, à la fois, c'est une nécessité, et c'était presque une obligation, parce que sinon, je sais pas ce que vraiment j'aurais fait si j'étais restée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'étais restée en France, je n'aurais pas été la curatrice du pavillon français de la Biennale de Venise, paradoxalement, à mon âge, voilà. Ça, c'est sûr. Et donc, il y a aussi ce truc un peu pervers qu'en fait, si tu pars à l'étranger, ton pays d'origine, en tout cas la France en l'occurrence, va plus te respecter, va plus te désirer, voilà. Moi, à côté de ça, j'étais ravie de partir vivre à New York, à Los Angeles, c'était mon choix profond. Mais vu aussi mon profil, je pense que j'ai aussi, et ça s'est vu à la Biennale, j'ai un profil assez atypique, parce que j'ai un franc-parler, je pense. Je suis aussi d'une génération où voilà, j'ai envie de combattre les hiérarchies, et notamment la lourdeur institutionnelle qui est très présente en France. En tant que jeune femme notamment, bon ça c'est plein de thématiques, voilà, mais je trouve qu'on vit dans un monde culturel qui est quand même très dominé par des hommes hétérosexuels blancs, et ça pour moi ce monde, c'est le monde d'avant, c'est d'un certain âge. D'un certain âge, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités ou de place pour une jeune femme avec un peu une vision plus dynamique, en tout cas un peu différente. Aujourd'hui, après avoir fait la curation du pavillon français de la Biennale de Venise, là, en ce moment, t'es en France, t'es un peu forcée parce qu'il y a le Covid, etc. Mais est-ce que tu te vois, justement, faire un projet à long terme, peut-être dans une institution, ou créer un lieu comme Fahrenheit, dont on va parler plus tard ?
Bah ça c'est un peu mon rêve. C'est vrai que ce serait de créer un lieu. Et je me suis dit qu'un peu les deux ancrages que j'ai, c'est Paris et Los Angeles. Donc l'idée c'était ou de repartir à Los Angeles. En fait, j'ai toujours voulu, quand je suis rentrée de Los Angeles, j'ai immédiatement voulu repartir. Mais bon, j'ai plusieurs choses qui m'ont retenue, dont la Biennale à chaque fois. Au moment où j'allais repartir, bim, la Biennale. Bon, c'est vraiment un mal pour un très grand bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, de nouveau, j'aimerais bien peut-être repartir à LA. Bon, là, du coup, confinement. Donc je pense que de toute façon, entre mars et septembre, octobre, pas de possibilité d'aller aux États-Unis. Bon, c'est pas très grave. Et en France, ouais, j'aimerais beaucoup monter je pense que la France a besoin d'une sorte de Kunsthalle, justement, d'un centre d'art à but non lucratif, évidemment, de taille intermédiaire, avec une direction artistique, une vision artistique forte, et qui est justement la possibilité d'inviter des artistes pour des commissions, qui est à la fois une flexibilité et une rigueur, un peu comme, c'est ce que je voulais faire avec Fahrenheit, c'est sur les modèles des Kunsthalle allemandes, voilà, Autriche, Suisse, etc., ou de l'ICA à Londres, Chisenhell, ou je sais pas, même, moi je me demande en fait à Paris, mais j'en parlais même pendant la Biennale au ministère de la Culture, on avait des rendez-vous et je disais, moi je comprends pas, il est où notre Chisenhell, il est où notre PS1, il est où notre New Museum, elle est où notre Kunsthalle Zurich en fait, c'est pourquoi il y a pas ça, et bon, voilà. Et leur réponse c'était quoi? Leur réponse c'était, c'est super Martha, allez-y, hein, vraiment, vous nous tenez au courant. Bon. Super. Non mais repensez aussi les modèles de financement par exemple, je pense de toute façon on sera obligé d'aller vers et on y est déjà, mi-public, mi-privé, il y a tout ce rapport avec notamment l'industrie du luxe, ça j'ai découvert ça avec la Biennale, donc je pense qu'il y a des choses, que le monde ne soit pas juste une fondation non plus LVMH ou un palais de Tokyo ou je sais pas, 13, voilà, et qu'entre les deux, il y a peut-être des choses à faire. Et c'est important, il faut qu'on ait un écosystème qui soit plus complet en France. Je trouve qu'il manque, il y a vraiment un manque à gagner. Voilà, je trouve qu'on manque encore d'institutions et de vision. Après, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Là, c'est vrai que c'est un moment là où on prenait un peu une sortie de confinement, où c'est un peu difficile de se projeter. Mais si c'est possible, j'aimerais bien le faire, c'est sûr. Et tu parlais de l'industrie du luxe, du coup, comme une solution possible, si on l'a mixé, par exemple, avec quelque chose d'un peu plus public, et tu disais avoir découvert ça à la Biennale. Ouais, c'est plutôt, je me suis rendu compte de quelque chose de très particulier en France, qui n'existe pas aux États-Unis, c'est cette codépendance entre l'industrie du luxe et le monde de l'art contemporain. Par exemple, aux États-Unis, mettons, si je faisais un pavillon américain, on pourrait avoir Walmart, n'importe qui, ça pourrait être sponsorisé par Walmart, par Nike, enfin, pas de problème, je veux dire, anything goes aux États-Unis, tant qu'il y a de l'argent, balance sur la table. En France, évidemment, on a une retenue, on a un snobisme aussi, on a une manière d'imaginer la haute culture. Seulement, en fait, on n'a plus les moyens de nos ambitions dans le domaine public et c'est comme ça. Et donc, en fait, et c'est vrai que l'industrie en France qui a le plus d'argent, c'est le luxe. Et donc, il y a cet échange, en fait, de bons procédés. Moi, je le vois, je suis pas mal en ce moment sollicitée par des marques, mais bon, plutôt des marques de mode, de luxe, et qui à la fois qui ont besoin de vision et qui ont besoin d'être légitimés d'un point de vue artistique, et nous on a besoin de leur argent, et ça a été le cas pour la Biennale de Venise, puisqu'on a eu un mécène unique, officiel, qui était la Fondation Chanel pour les femmes dans les arts et la culture, et qui ont à peu près financé près de la moitié en fait du pavillon. C'est énorme, c'est-à-dire sans eux on n'aurait pas pu faire ce pavillon. D'ailleurs tout s'est très bien passé, parce que eux, en l'occurrence Chanel, ne nous ont rien imposé, parce que c'est une grande maison qui de toute façon ils n'ont pas besoin de communication en plus de ce qu'ils ont déjà. Voilà, c'est assez intéressant là, par exemple quand on voit ce que fait Balenciaga, qui invite des jeunes artistes à littéralement je dirais être les stage designers de leur défilé de mode, de leur campagne. Voilà, il y a beaucoup de choses de ce côté-là qui se fait. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste que de facto c'est ce qui se passe en France, et c'est la manière d'avoir un système de financement en fait stable pour les projets d'art contemporain. Voilà. On va revenir un peu plus proche de la curation. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence dans la manière dont le métier de commissaire d'exposition est perçu entre la France et les États-Unis ? Oui, mais c'est en train de changer. C'est-à-dire que, clairement, en France, je pense que déjà, avant le commissaire d'exposition, il y avait conservateur du patrimoine. On pouvait pas avoir de poste en institution à moins d'avoir passé le concours de conservateur. Donc, c'était quand même très réduit. Et par ailleurs, quand on passe le concours de conservateur, on peut être nommé à Pompidou, certes, mais on peut aussi être nommé au musée du football à Saint-Étienne. Donc, c'est quand même bon. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très rigide à ce niveau-là. Par ailleurs, il y a surtout... Maintenant, ça change un petit peu, mais
mais il y a eu pendant moi, quand j'ai commencé, il y avait très peu de commissaires indépendants, par exemple. Parce que de toute façon, il n'y a pas de statut déjà, il n'y a pas de statut financier, il n'y a pas de statut, je dirais, social. Voilà, de commissaires indépendants. Donc maintenant, ça change parce que les gens voyagent et puis tout le monde se débrouille un petit peu, voilà. Mais moi, j'étais indépendante très, très vite et très jeune et c'est vrai qu'on avait du mal à me cerner. Et d'ailleurs, ça a été pareil pour la Biennale parce qu'au début, quand Laure a souhaité travailler avec moi, les institutions publiques au-dessus de nous ont dit « Mais Martha, elle n'est pas affiliée à une institution, c'est compliqué, ça marche pas, on connaît pas ce modèle, en fait. » Voilà. Alors qu'aux États-Unis, évidemment, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus ouvert. Mais surtout, je dirais, aux États-Unis, c'est le pouvoir qui est redistribué différemment. Et moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est que, par exemple, quand je suis arrivée au New Museum, donc à 25 ans, la directrice du New Museum, c'était une femme. Et c'était une jeune femme, Lisa Phillips, à l'époque. Et je me disais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en France, mais bon, là, maintenant, évidemment, il y a Emma Lavigne, mais bon... Et je sais pas, Chiara Parisi maintenant à Pompidou-Metz, etc. Et tant mieux, mais c'est déjà c'est pas des jeunes femmes, et c'est pas grave, mais c'est comme ça. Déjà, c'est des femmes, c'est bien, mais il y a 15 ans, il y avait pas de femmes en fait à la tête d'institution. Il y en avait pas, que des hommes. Moi, c'est que les États-Unis m'ont donné aussi beaucoup de foi en fait en mon métier et qu'on pouvait faire confiance à une jeune femme de 25 ans pour faire, je sais pas, des projets. Et puis ensuite, à 30 ans, j'ai monté Fahrenheit et je dirigeais un centre d'art et un programme de résidence à 30 ans. Mais jamais en France, ça aurait été imaginable, jamais en fait. Voilà. Tu déménages à Los Angeles et tu fondes en 2014 Fahrenheit. C'est donc, comme tu l'as dit, un centre d'art contemporain et de programme de résidence que tu diriges jusqu'en 2016. La vocation du lieu était de soutenir des artistes, des commissaires, des critiques d'art qui développent leurs projets. Ça allait de la recherche en passant par la production d'une œuvre ou une publication. Et y sont passés, entre autres, les artistes Laure Provost, Julien Prévieux, Caroline Mesquita, la curatrice Myriam Bensala. Est-ce que tu peux revenir justement sur l'envie et plutôt la foi qui t'a amené à monter ce centre d'art ? Oui, alors déjà, ce qui est important de dire à propos de Fahrenheit, c'est que c'était un projet qui était lié à la France quand même, puisqu'il a été... donc moi, j'en étais la directrice et la curatrice, mais il a été entièrement financé par une fondation privée à but non lucratif qui s'appelle FLAX, France Los Angeles Exchange, et dont un peu le but était de promouvoir la culture française en Californie. Alors déjà, moi, de toute façon, je voulais repartir aux États-Unis. Je sais pas, je crois qu'il y a eu un truc en 2012, il y a eu la seconde élection d'Obama. Je regardais Girls dans mon lit et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire à Paris de nouveau? Mais à chaque fois, j'ai ces trucs-là où je suis à Paris, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je comprends pas, en fait, il faut partir. Et donc, j'ai eu ma première vague pour New York et seconde vague je me disais, je vais pas repartir à New York, ça, c'est quand même une ville où on vit comme des chiens, on vit mal, c'est trop cher, etc. C'est une ville tellement capitaliste. Et puis moi, LA, ça m'a toujours fascinée. C'était tout ce côté un peu, je dirais, de la face sombre d'Hollywood, d'une ville où les gens sont toujours partis pour disparaître, pour un peu se rebeller contre l'éthique protestante du capitalisme. Une ville de freaks, une ville de hippies, une ville de surfeurs, une ville de drogue, une ville de musique. Enfin, tout ça, c'était un peu des choses qui m'intéressaient, de contre-culture vraiment. Bon, j'ai eu de la chance en fait, aussi ça que ça s'est bien goupillé. Je suis partie faire ce projet autour de Kenneth Anger et de l'enfer d'Henri-Georges Clouzot, qui était entre le Palais de Tokyo et l'ACE, qui est l'institution à LA. J'avais eu une bourse pour ça, et du coup en 2013, je pars 2 mois. Puis moi, j'arrive à Los Angeles et je me dis, mais en fait, c'est là que je veux être. C'est apparu, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Je fais, en fait, c'est là. Et donc ça, c'était super. Moi aussi, j'avais de la famille aux États-Unis du côté de mon père et tout ça, donc bon, je connaissais, à Los Angeles, donc je connaissais un petit peu. Mais j'arrive et donc je passe 2 mois là, et puis là, je rencontre la directrice de la fondation qui me dit j'ai entendu parler de vous, on aimerait monter un projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me dis non mais là c'est mon opportunité, il faut pas que je la lâche elle. Et donc j'ai convaincu cette fondation de monter ce centre d'art. Eux voulaient monter un programme de résidence. Et moi, je voulais vraiment avoir un lieu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré le galeriste François Guébali, qui notamment travaille avec Nel Beloufa, qui l'a un peu découvert d'ailleurs, et qui est un très très bon ami d'origine française qui vit à Los Angeles et qui déménageait à Downtown, dans la zone industrielle de Downtown, où beaucoup de galeries commençaient à déménager. Et donc, il m'a dit, écoute, si tu fais un truc avec Flax, moi, en fait, j'ai un lieu, je prends cette usine textile des années 40, je sais pas combien, de 1000 mètres carrés,
et peut-être vous pouvez prendre un espace dedans. Et en fait, tout s'est goupillé. C'est le moment où les étoiles s'alignent et bim, 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 la fondation, le lieu. Puis en fait, je suis revenue, je pense, à l'été, ça s'est décidé. Et en fait, en décembre, je suis repartie, j'ai fait mon visa, bim, bam, j'ai fait mes valises, je suis partie à LA. Je connaissais 3 personnes. J'arrive à Los Angeles, je connais 3 personnes. François Guébali, Andrew Berardini, le critique dont je vous parlais au début, un autre ami, une artiste française qui s'appelle Lucille Lito, voilà. Et donc, je connais 4 personnes à LA et mon oncle est là-bas et je me dis, bon, bah voilà, j'arrive avec mes valises et c'est parti, c'est la nouvelle vie, j'ai 30 ans, voilà. Et ça a été incroyable, je pense que ça m'a changé, tout comme New York m'a changé, mais Los Angeles, ça a été incroyable. Et en plus, j'ai eu de nouveau cette chance d'arriver au moment où LA était vraiment en train d'exploser sur la scène artistique contemporaine. Maintenant, c'est un peu différent. Beaucoup de lieux ont fermé, des galeries ont fermé. Puis, les villes américaines, elles changent tellement vite parce que ça, c'est un peu le propre de l'ultra-capitalisme. C'est que tout se développe. Donc, en fait, il y a des terrains vagues. Et puis, 2 ans plus tard, il y a des skyscrapers sur 400 mètres. Enfin, c'est assez violent, évidemment. Mais moi, je suis arrivée à ce moment-là. Donc, j'habitais à Highland Park, qui est ce quartier mexicain de l'Est de LA, qui devenait super cool, où tous les musiciens artistes habitaient. On a monté le lieu dans l'endroit où tout le monde voulait ouvrir des lieux. Donc, dans la zone industrielle de downtown. Et puis, beaucoup de gens sont arrivés d'Europe, par exemple. Robbie Fitzpatrick avec sa galerie Friedman Fitzpatrick, Karma International de Zurich, il y a beaucoup de lieux qui ont ouvert, enfin ça a été, et puis on était tous un peu jeunes et puis un peu fous et on avait tous envie, il y avait quelque chose de très, à LA, comme toutes les villes un peu provinciales, il y a une communauté très forte, les gens se serrent les coudes et donc tout le monde venait à Fahrenheit, je ne me connaissais pas, ils venaient à tous les vernissages de Fahrenheit, des fois on avait 1500 personnes au vernissage, tout le monde parlait, tout le monde disait oh my god it's amazing, I love what you do, et même si on sait que c'est un peu ce vernis américain, ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de force et beaucoup de foi dans ce qu'on fait. Et puis c'est vrai que non, ça a été des années absolument folles et merveilleuses. Et je les ai pas vues passer. Et en fait, avec la fondation, on s'était mis d'accord sur 3 ans. Et ça m'a brisé le cœur de partir, de devoir quitter Fahrenheit. D'autant qu'en plus, pendant ces années, j'avais vraiment carte blanche sur le programme. Alors, la condition sine qua non était d'inviter des gens liés à la France. Mais bon, je me suis un peu débrouillée pour contourner ça, mais c'était quand même pas mal parce que donc du coup, voilà Caroline, voilà Julien Prévieux, Caroline Mesquita, David Douard, Renaud Gérès. Moi, j'avais découvert le travail de Laure grâce à mes amis de maintenant iArt mais Chanéné, Romain Chenet et Jason Wang, qui avaient ce Project Space qui était d'ailleurs qui est un des meilleurs lieux quand moi je suis revenue à Paris dans les années 2010, aux rue des Amandiers, dans le 20e, qui s'appelait donc Chanéné. Ils avaient fait une performance avec Laure et j'avais adoré le travail. Et puis je me souviens quand je suis partie, je leur avais demandé mais du coup vous pensez quels artistes sont bien, et puis ils ont dit mais faut que t'invites Laure, Laure Prouve c'est incroyable. J'étais bah ouais super, et donc j'invite Laure et ça a été un des plus beaux projets parce que je crois que Laure et moi on a eu cette immédiateté de nouveau. Moi je parle souvent aussi en termes de je m'égare un peu mais je parle souvent en termes de famille artistique. Je dirais que c'est un concept qui me tient à cœur. Je pense qu'on n'est jamais seul, qu'on fait pas les choses, de toute façon on fait pas les choses pour soi ni par soi-même, enfin on les fait bien sûr mais on les fait pour les autres et par les autres. Et je pense que par exemple les artistes avec lesquels je me suis entourée, que ce soit Caroline Mesquita, avant il y avait Anna Ostoya, Myriam Benani par exemple, qui est cette artiste marocaine qui vit à New York, ou Laure Prouveau, voilà, c'est des gens avec qui je vais grandir, c'est des gens avec qui j'ai envie de mourir, de vieillir et de mourir quasiment. Et je trouve ça beau, et c'est souvent des femmes d'ailleurs, mais pas que d'ailleurs, il y avait des artistes hommes avec lesquels j'ai travaillé bien sûr, et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que cette idée de famille artistique, et c'est vrai qu'avec Laure j'ai tout de suite senti ça, c'était une famille. Et donc elle est restée en résidence, et puis j'ai essayé de pousser le côté cinématographique de son travail, et donc elle a fait cette très belle vidéo avec les adolescents à LA, puis on n'avait pas beaucoup de sous pour ça, mais du coup on a pris ma voiture, on a filmé sur le parking de Fahrenheit, on est parti un peu en road trip, et puis l'expo, et c'est là où elle a commencé à travailler avec la résine, qui est devenue quand même une de ses marques de fabrique, je dirais. Elle avait envie de travailler avec un matériau très industriel, parce que la chance quand on est à Los Angeles, c'est que c'est une ville à la fois qui a cette histoire industrielle, donc on a accès à tous les matériaux industriels. Par exemple, au coin de la rue de Fahrenheit, il y avait des dépotoirs de bois, de métal. On allait tout le temps prendre des trucs gratos comme ça, et tu peux faire des expos. David Douard, ils sont donnés à cœur joie, Laure aussi. Et puis elle voulait donc il y a à la fois un matériau très industriel et quelque chose qui soit liquide un peu. Los Angeles, c'est aussi évidemment l'océan, la mer, les piscines, donc elle s'est dit la résine ça va marcher, et puis on s'est dit j'ai googlé résine Los Angeles, ça marchait comme ça, moi j'étais là on fait ça, j'étais toute seule, j'avais une demi-assistante qui venait un jour sur 2 parce qu'en fait elle sortait avec un surfeur en Californie du Sud, donc des fois elle venait pas, c'est comme ça, c'était vraiment DIY, mais moi ça me convenait parce que du coup j'avais rien à gérer, j'étais dans mon truc. Et donc Laure elle veut de la résine, je google, on va chercher la résine avec ma voiture, on prend des gallons et des gallons de résine, on dit on va les faire, donc elle fait le sol.
en bleu, elle le peint, elle a aucune idée de ce que ça va devenir. On se met des t-shirts, parce que ça pue quand même, ça sent très fort, on met des t-shirts autour du visage avec son assistant Kyrian Wood. Donc Laure et moi, et la nuit, on coule la résine. Le lendemain, on arrive et c'est d'une beauté. Et après, je me souviens que je parle à mon père qui est chimiste et physicien, il me dit « Mais t'es folle, la résine, c'est le truc le plus toxique au monde !» Alors je commence à googler et effectivement, toutes les fois on a fait de la résine après, notamment pendant la biennale, quand on a installé le sol de résine, avec Laure, on voyait, les gars étaient en combinaison des pieds à la tête, type Covid, apiculteur, et on se regardait et on se disait « Putain meuf, on a lancé 300 mètres carrés de résine avec des t-shirts. Avec des t-shirts, on allait chercher la résine en voiture, c'est interdit, c'est inflammable. La voiture, elle peut exploser, il fait 30 degrés, on est à LA, on était, voilà. Mais c'était Fahrenheit, c'était ça. Et je pense que ça a plu à Laure aussi, ce côté DIY, et qu'en fait, elle a dit, je veux faire de la résine. J'ai dit, ok, bah vas-y, on va chercher la résine, on prend la voiture, on y va, on le fait. Et la fondation, bah, ils me laissaient faire, hein. De toute façon, je leur disais, leur prouveau, c'est génial. Ils faisaient, ah, c'est génial. Tout le monde était content. Et c'est vrai que ça a été une expo qui a eu beaucoup, beaucoup de retours critiques, qui a été beaucoup vue, il y a eu beaucoup de... C'est une expo qui nous a vraiment un peu... c'était... Même les gens à Los Angeles disaient que c'était un niveau muséal. Et donc ça a aussi... Voilà, ça a un peu élevé Fahrenheit et ça m'a élevé en tant que... Tu l'expliques comment que ça ait ce succès critique parce que les gens connaissaient ce lieu, parce que tu expliques quand même que tu es arrivé à Los Angeles, tu connaissais 3-4 personnes, et là tu parles de faire une exposition avec un grand succès critique. Oui. Comment ça s'est passé? Comment on passe d'un point à l'autre? Je crois qu'il y a eu à la fois la chance d'être au bon endroit au bon moment. Il y a eu, j'espère, la qualité du programme quand même. Et puis moi, j'ai vraiment, sur la communication, j'ai beaucoup travaillé. Puis aussi, nous, en fait, à Fahrenheit, on faisait des fêtes. Bon, ça, c'est pas grave, parce que maintenant, Flax, c'est passé. Mais en gros, moi, j'avais la clé. La nuit, on faisait des fêtes. Il y a des DJ qui venaient. On faisait des trucs. On dansait toute la nuit. C'était totalement illégal et tout. Mais il y avait aussi ça. Moi, je voulais que ce lieu soit un lieu de vie. Et c'est ce que j'aimerais pour une Kunsthalle, sauf que je crois que maintenant, après, plus tard, quand on vieillit aussi, les choses deviennent un peu plus institutionnalisées. Mais c'est vrai que c'était un moment de liberté très totale. Et en fait, j'avais la clé de ce hangar. Et en fait, on pouvait faire des projections le soir, des performances, tout ce qu'on voulait. Et ça coûtait même pas cher, parce qu'à LA, je sais pas, on emprunte des enceintes, des copains qui mixent, et ça fait une soirée géniale. Et les gens aimaient ça, aimaient, je crois, ce côté spontané. Et puis moi, j'ai toujours aimé rassembler les gens. Moi, je crois que c'est ça aussi quand on est commissaire d'exposition. On rassemble les gens, le public, les artistes. Pour moi, c'était très important d'avoir ça. Et puis LA, c'est une ville où les gens sont très désincarnés. À la fois, il y a ce côté désincarné, un peu solitaire, isolé. Et du coup, ils étaient face à une jeune Française qui voulait absolument faire la fête, voir des gens tout le temps et tout. Et donc, ils venaient. Ils se disaient, bon, bah super, on va à Fahrenheit, il y a un truc ce soir. Et les gens venaient. En général, quand tu parles de ton statut de commissaire indépendante, tu dis que tu travailles à la marge des institutions. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de travailler à la marge des institutions ? De facto, en étant indépendante, je suis pas dans une institution, donc je suis à la marge déjà physiquement parce que je n'y suis pas. Et je pense que c'est une manière de faire, en fait. Moi, je suis plutôt une curatrice de terrain, et pas une curatrice de bureau. Là, vous êtes chez moi, c'est mon bureau, c'est super, tout ça, j'adore écrire, voilà. Mais j'aime être en contact avec les gens, je crois qu'il y a ce rapport humain. Et par exemple, au lieu de passer des heures à faire des mails que je dois faire de toute façon, à régler des contrats d'assurance, des trucs, moi, je préfère partir avec l'artiste en tournage, en fait. Par exemple, avec Laure, on a fait ça. Pourquoi c'est aussi important, justement, d'être d'être la cheville ouvrière, entre guillemets, du... Parce qu'en fait, la vie et l'art se chevauchent. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'œuvre d'art sans la création de cette œuvre d'art et que moi, je m'imaginais pas en dehors de ce road trip qui, en fait, est tout l'essence de ce projet. Et par ailleurs, moi, j'ai fait des photos de plateau qui ont ensuite servi, etc. Mais surtout d'être là, de comprendre, de le vivre, en fait. Je pense que moi, je vis mon métier comme ça, en fait. Je le vis et c'est une forme de passion. Mais c'est aussi une volonté d'être proche des artistes. Ça, c'est très important, de les accompagner. Et pas juste les accompagner en back-office, dans le cadre institutionnel, mais vraiment d'essayer de... Moi, j'aime bien faire casser les cadres. Par opposition à ton statut de curatrice indépendante, est-ce que tu penses qu'il existerait ou qu'il existe une pratique curatoriale officielle ? Oui, mais seulement de nouveau, je pense que c'est une question de mentalité. Parce que moi, par exemple, demain, j'espère, si je crée une institution ou si je prends un poste en institution, j'espère garder cette manière de travailler indépendante en tout cas d'esprit et à la marge de certaines lourdeurs, je dirais, institutionnelles. Mais je pense pas forcément...
de manière uniquement anti-institutionnelle. Moi, j'aimerais pouvoir changer les institutions de l'intérieur, en fait. Idéalement, c'est ça qu'il faut faire. En France, on a un petit peu peur, quand même. Ça reste un peu... Elle va nous faire sauter la baraque, quoi. Je veux dire, elle va mettre le feu au palais de Tokyo, on sera mal, quoi. Voilà, c'est un peu... Bon... Voilà. Tu sens vraiment cette réticence-là dans les institutions en tout cas, françaises ? ouais, je les sens. Ouais, je le sens. Et pas les institutions, mais l'institution. C'est aussi ce qu'il y a au-dessus de nous. Tu vois, je l'ai senti pendant la Biennale. C'est vrai. Je peux pas mentir que j'ai senti qu'il a fallu pousser, il a fallu faire exploser des choses. Le pavillon français, c'est quand même le paquebot de la politique culturelle française. Ah, oui. C'est une opération aussi très, très politique à l'échelle... la plus politique qui soit. Voilà. Et d'ailleurs, on me l'a répété, mais on m'a dit n'oubliez jamais que vous représentez la France. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en même temps ? Et justement, alors je me suis dit, si on doit représenter la France, alors cette France-là, c'est celle-là. C'est qu'on ouvre les portes. Et ce sera un groupe de vagabonds un peu weirdo, d'origine française, mais aussi arabe, noire, je sais pas, autres, avec des talents particuliers qui partent en voyage. Et c'était cette idée-là. Et c'est aussi pour ça que depuis le début, avec Laure, on avait voulu... En fait, on avait voulu vraiment casser les hiérarchies de cette grandeur politique française, pas que française, mais d'ailleurs de la Biennale de Venise, puisque quand on arrive au Giardini, il y a cette allée centrale des grands pays, et ça je le répétais souvent dans la presse, mais où on voit les États-Unis, bon, un peu sur le côté, mais voilà, je sais pas, la Russie, les grandes puissances, et quand on arrive en haut de l'allée, on a l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les grandes puissances, notamment coloniales, d'un monde qui n'existe plus, en fait, parce que ces puissances-là sont les cartes sont rebattues à chaque instant, et maintenant plus que jamais, d'ailleurs, ces dernières semaines. Ce qui était important, c'était d'arriver et qu'en fait, cette entrée majestueuse, un peu cérémonieuse comme ça, cérémonielle plutôt, des colonnes de marbre rose soit bloquée et qu'on rentre par le sous-sol, c'est-à-dire par la cave pourrie, la petite porte de derrière où en fait il y a les poubelles des Giardini, des tags sur les murs et en fait on rentre par le sous-sol et c'est vraiment inverser ces rapports de hiérarchie, voilà, et de casser un petit peu cette institutionnalisation de la Biennale et de la représentation française et de tout ce que ça signifie, tout en jouant le jeu, parce que quelque part, Laure, elle a fait un projet sur la France. Et clairement, ça pouvait pas être un projet plus français et plus sur la France, quand même. Donc, Quand vous proposez de même réagencer le cheminement des visiteurs dans ce pavillon français, quelle a été la réaction du ministère de la Culture alors bon, déjà nous pour parler, la manière dont c'est organisé la Biennale, c'est que on est commissionné par l'Institut français qui émane du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères. Donc tous les mois, on a un COPIL, le comité de pilotage, entre, je sais pas 60 personnes autour d'une table. Et donc, tu as un peu des représentants de chaque institution, plus les galeries, et moi, qui dit, alors bon. Donc bon, il a fallu faire un peu de pédagogie et il a fallu justifier, mais je pense que le projet le justifiait. Et puis après, il fallait percer le plancher et tout. Bon. Je pense que, choisissant Laure Prouveau, il s'y doutait bien que ça allait pas être consensuel, mais il savait pas non plus à quoi s'attendre vraiment. Est-ce que tu penses que c'était aussi lié au fait que vous étiez le premier duo commissaire-artiste féminin ? Ouais, féminin et jeune, et avec des parcours étrangers, enfin à l'étranger non institutionnel, en ce qui me concerne plutôt. Et donc il y avait pas de moyen de pression quelque part. Je pense que c'est ça qui était assez bizarre. Bon, l'artiste c'est différent. L'artiste, dans ce cas-là, l'artiste on le laisse toujours dans son monde. C'est un artiste, on lui pardonne tout, quoi qu'il fasse, c'est l'artiste, c'est génial. Moi, la curatrice, en revanche, j'étais plutôt la pierre angulaire et il fallait combiner avec tout le monde et être vraiment la médiatrice et puis tout en restant engagée, mais en essayant d'arrondir les angles sur certains trucs. Et comme moi, justement, comme je suis la première commissaire indépendante. Et je crois que c'est ça qui a fait peur. Moi, j'arrivais comme un ovni, comme vraiment une outsider totale. Et c'est pour ça que Laure voulait travailler avec moi, parce qu'elle savait que ce qui l'intéressait, c'était cette vision-là que j'avais et ce parcours-là, et qu'elle se disait qu'on allait pouvoir créer un projet différent ensemble. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, au début, donc Laure a dit, Laure a été invitée, en fait, on a changé, il n'y a pas eu d'appel à projet cette année-là, il y a eu l'Institut français a organisé un jury avec 5 commissaires, directeurs d'institution, et à l'issue de ce comité, Laure Prouveau a été choisie, elle n'était pas au courant, elle reçoit un coup de fil, elle dit « Bonjour, c'est l'Institut français, vous êtes sélectionnée à la Biennale de Venise ». Et Laure dit « Mais la Biennale de quoi ?» C'était là, la Biennale de Venise, mais d'où ça sort ? Bon, je me suis dit, de toute façon, la réponse sera sur le terrain, on va faire le meilleur projet qu'on peut, et si le projet est bien, on ne pourra plus jamais dire, en fait, à une curatrice indépendante de 35 ans qu'elle n'a pas les épaules pour faire le pavillon français de la Biennale de Venise, voilà. Et le projet, ça a été quand même un des pavillons français qui a été le plus encensé par la critique, par le public. Oui, il y a eu énormément de presse.
presse. Ouais, et puis les retours, on a grand. eu la queue tous les jours, et puis bon, voilà, ça, je pense que ça a été un grand succès, et puis une grande fierté, et puis les gens étaient très touchés, très émus. À côté de ta pratique curatoriale, tu écris régulièrement dans des revues comme Flash Art, Cura, Kaleidoscope ou Mousse. Est-ce que c'est important pour toi de garder une activité d'écriture à côté de la curation ? Oui, très, très, très importante. Et d'ailleurs, j'écris aussi beaucoup pour des publications des catalogues d'artistes, donc pas que la presse, mais aussi vraiment l'édition. Là, j'avais beaucoup travaillé au catalogue de Laure Prouveau. J'ai écrit un texte. Après, on a fait aussi le catalogue de Caroline Mesquita. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. L'écriture est très importante. Ce qui m'intéresse en fait dans l'écriture, c'est que d'un coup, on change de temporalité. Puis il y a cette difficulté de l'écriture. Moi, j'aime bien, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, justement, comme je dis, je suis une curatrice de terrain, donc je suis tout le temps dans le mouvement, aller voir des artistes, les accompagner, etc. Et j'ai des moments où j'ai vraiment besoin de m'enfermer et d'écrire. Et quelque part, c'est peut-être un truc un peu maso, je sais pas, mais c'est vrai que la difficulté de l'écriture, c'est quelque chose qui m'attire, parce que c'est un moment très dur où il faut, là par exemple, je suis en train d'écrire un texte sur Ida Ekblad pour la Kunsthalle Zurich, et c'est un accouchement, l'écriture, voilà, c'est vraiment, c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est toujours un peu un moment de solitude, qui est important dans une vie assez mouvementée, en général. Voilà. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain, mais qui ne saurait pas par où commencer ? Si j'ai un conseil à donner, ce serait plutôt de se laisser porter par son intuition. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a pas de, je crois pas dans il n'y a pas une bonne œuvre d'art, une mauvaise œuvre d'art, le beau, le moche. Je pense qu'aussi on peut juste, si quelque chose te touche ou vous touche, c'est déjà, il faut suivre ça en fait. Et il faut créer des ramifications. C'est-à-dire que voilà, tu vois une première chose et puis t'en vois une seconde et une troisième, et puis ça t'évoque ça. Et puis d'un coup tu construis en fait ta propre relation à l'histoire de l'art, au monde de l'art, au monde tout court. D'abord à l'œuvre d'art, voilà, ça monte comme ça. Donc ce serait vraiment de suivre une intuition ou un goût personnel et de se laisser porter en fait dans tout ça, de pas arriver avec des idées préconçues que ça doit être bien et ça c'est pas bien, mais il faut se laisser porter. Moi par exemple, voilà, quand j'étais au lycée, que j'ai découvert Nan Goldin, ça m'a fait un choc, et ce choc là il a vraiment il a marqué à jamais mon expérience de l'art, et donc de se laisser aussi émouvoir, de se laisser surprendre, voilà. Pour finir, au vu du contexte actuel avec le coronavirus... Le quoi ? Je connais pas. Parce qu'on enregistre cet épisode mi-mai 2020. Quelles sont tes prochaines actualités et comment est-ce que tu tentes d'adapter ou t'adapter ? Est-ce qu'il y a une adaptation possible ou envisageable ? Le problème, c'est comme on ne sait pas de quoi sera fait demain, c'est assez difficile de s'adapter en avance, parce que j'ai l'impression que semaine après semaine, la situation évolue. Est-ce qu'on pourra prendre l'avion ? Moi, j'aimerais aller à Marseille, par exemple, je dois travailler peut-être sur un projet là-bas. Je ne sais pas si avant le 1er juin, je peux prendre le train. Je travaille sur un projet à la Galerie municipale de Porto, au Portugal, qui devait avoir lieu en juin et qui est repoussé à septembre. Est-ce que je peux y aller préparer en juin ? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, la leçon que je tire de ce Covid, de cette crise du Covid, moi, ce qui m'a frappée, ce qui m'a un peu remis un peu à ma place quelque part, c'est que j'étais dans une sorte de nonchalance où les projets se sont toujours enchaînés. J'ai eu cette chance que les projets se sont toujours enchaînés de manière très fluide, après, c'est moi qui les ai fait se mettre en place. Mais tout s'est toujours passé de manière, voilà, la France, les États-Unis, l'Europe, le monde arabe, voyager là. Tout était extrêmement fluide et facile, et je naviguais un peu comme ça, ce beau fleuve du curating, comme ça, depuis 10 ans. Et non, mais c'est vrai. Et là, d'un coup, en fait, en une semaine, tous les projets ont été annulés. Tout. Clac, boum. Et ce que je pensais être pour moi ma zone de confort, c'est un peu le travail. J'avais toujours eu, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent dans ma vie privée, ma vie amicale, mais c'est vrai que le travail, ça a été toujours quelque chose sur quoi je me suis beaucoup reposée, parce que ça marchait bien, parce que tout a marché comme je le souhaitais, j'ai toujours un peu eu ce que je voulais. Et là, d'un coup, tout s'est effondré sur les 6 mois à venir. Et en plus, je suis assez prévoyante en étant indépendante pour des questions économiques, il faut toujours penser en avance. Et j'ai mis, je pense, 2 semaines à me remettre du choc de voir tout s'effondrer. Et en fait, se rendre compte de la fragilité et de le thin ice, comme disent les anglo-saxons, un peu cette glace fragile sur laquelle on patine, en fait, et qui peut s'effondrer à tout moment. J'en avais pas conscience, à vrai dire. Je pense que peut-être c'était un peu arrogant de ma part, mais je me disais que tout allait toujours rouler, que je serais toujours par-ci, par-là, et que tout allait toujours être parfait. Et là, d'un coup, je me rends compte que... Bon, là, je parle plus que de moi. Je parle même pas d'une fracture de société beaucoup plus importante, de gens qui perdent leurs emplois, de systèmes menacés, etc. Bon, ça, c'est encore beaucoup plus grave que ma propre situation, mais en
tout cas, ça m'a remise à ma place. Et en fait, ça m'a complètement... quelque part, je m'attends plus à rien. Je sais pas comment dire. Je m'attends au pire et en même temps à rien. Et je me dis, par exemple, Deep Sea Blue, pour moi, c'était extrêmement important. Je travaillais pendant des mois sur cet événement au Théâtre du Châtelet, à la Tate. On parlait au MoMA, on parlait à d'autres institutions, et le fait que ça s'effondre, je me dis, peut-être il faut laisser couler, en fait. Les choses qui s'effondrent, elles s'effondrent là, dans ma rivière du curating, il faut les laisser partir avec le courant. Il faut renoncer, en fait, à certaines choses et laisser aller. Et c'est peut-être un peu comme ça, philosophico-mystique, mais je me dis, c'est bien, c'est une leçon de vie. Et après, par contre, j'espère que les choses vont reprendre quand même et où je pourrai monter ma Kunsthalle. Je suis sur des projets, des idées, aux États-Unis ou ici, j'ai postulé pour des choses. Voilà. Pour l'instant, je peux pas trop en parler parce qu'on va voir si ça va marcher comme je le souhaite. Mais moi, mon rêve, c'est vrai que c'est d'avoir mon lieu, en fait, qui soit un lieu d'art, un lieu de vie, un peu un Fahrenheit 2.0. Avec un peu meilleure organisation, plus de rigueur de ma part sur certaines choses, plus d'argent, voilà. Et ça, ce serait un peu mon rêve pour les prochains mois, quoi, voilà. Merci Martha de t'être racontée et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut te retrouver sur Instagram ? Absolument. C'est Martha... C'est Martha_Kirz, K-I-R-Z. Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.